Bien, bonsoir à tous. Nous allons commencer. Donc, cette séance est consacrée à la variation des constantes, qui, comme vous le savez, est une façon de tester s'il existe de la nouvelle physique en dehors de la physique standard auquel nous sommes habitués. Alors, de quelles constantes s'agit-il? Vous avez ici les principales constantes qui sont liées aux principales interactions, gravité, mécanique quantique et vitesse de la lumière. On dessine souvent ce cube où on a dans les trois axes la constante de la gravitation G, la constante H ou H bar de la mécanique quantique, la variable 1 sur C qui est, lorsqu'elle est petite, nous ne sommes pas en relativiste. Donc, en fait, nous sommes sur notre petit nuage, la mécanique newtonienne, où tout est faible, tout est normal. Et puis, si on va dans les petites échelles où la constante H devient grande par rapport aux quantités, à ce moment-là, on devient quantique. Donc, on a la mécanique quantique ici. Lorsque on est à grande vitesse, donc comparable à la vitesse de la lumière, on passe en relativité restreinte ou relativité générale si on est dans un champ de gravité. Ici, on cumule mécanique quantique et relativité avec la théorie quantique des champs. Ici, on a la gravité quantique. Et puis, si on cumule tout, on a ce qu'on appelle théorie du tout, qui on n'est pas arrivé, bien entendu, c'est utopique, mais on aimerait justement connaître une théorie qui unifie toutes ces théories en gravité quantique, ce qu'on a déjà dit dans les exposés précédents, qu'on n'était pas encore arrivé à ce point. Donc ici, nous avons ces trois premières constantes, donc G, H et C, et puis aussi les constantes qui sont les masses des particules, qu'il va falloir expliquer, et surtout les rapports. On parle ici surtout de quantités sans dimension, donc de rapports. Ce ne serait aucun sens de parler d'une masse. Ça dépendrait de l'unité. Donc ici, les rapports de masse, la charge de l'électron. Alors si on met cette charge E2 sur 4 pi epsilon 0 pour changer d'unité en Q2, vous voyez que toutes les constantes de couplage des forces donc électromagnétiques, c'est E2 sur H bar C, constante de structure fine, et puis la constante pour le couplage faible, ici, couplage nucléaire fort, et la gravité ici, et puis le rapport mu que l'on défini comme le rapport de la masse de l'électron sur la masse du proton, et aussi X et Y parfois où il y a le rapport gyromagnétique du proton qui intervient. Donc on verra, on va essayer de tester toute la constance de ces soi-disant constantes. Alors déjà, on avait vu que pour unifier toutes ces forces, on sait qu'une symétrie parfaite n'est atteinte qu'à très grande énergie. Donc en fonction de l'énergie, on a déjà présenté des diagrammes de ce genre, où toutes les constantes de couplage qui sont complètement différentes à basse énergie, donc la symétrie est complètement brisée, à haute énergie vont peut-être être comparables. Donc notamment, cela marche très bien pour la force, la couplage électromagnétique et de la force faible, qui deviennent à peu près semblables à un jet, et puis peut-être la force forte et on l'espère la gravité. Donc on voit bien qu'en fonction de l'énergie, en tout cas, ces constantes vont varier. Elles ne sont pas tout à fait constantes. Le rapport aussi va varier. Et sans doute, on l'a vu tout à l'heure, en fonction de la définition de mu et de alpha, ces variations des constantes vont être reliées par certaines relations qu'on va préciser. Donc toutes les théories qui sortent du modèle standard ont des prédictions. Par exemple, pour traiter de l'énergie noire, donc l'accélération de l'expansion, on a une quintessence ou bien des cordes pour unifier la gravité, donc dilatons, Brane, des dimensions extérieures aux 4 dimensions que l'on connaît. Toutes ces théories-là prévoient la variation des constantes, notamment aussi les modèles à masse variable de neutrinos et d'autres théories pour unifier la gravité, gravité quantique à boucle, holographique, etc. Donc toutes, sans exception, vont faire varier ces constantes. Alors, il y a aussi un lien avec le principe d'équivalence, parce que, comme on l'avait vu Dicke dans les années 60, le principe d'équivalence ou le principe de l'universalité de chute libre, UFF en anglais, on sait que si ces constantes varient, en tout cas dans l'espace et dans le temps, on aura des chutes libres qui seront complètement différentes. Donc ça va violer ce principe d'équivalence. Si la masse d'un objet varie, pourquoi elle varierait Par exemple, on va la décomposer en fonction de la somme de ces atomes, de ces neutrons, de ces protons, et il y a des constantes de couplage qui interviennent. Donc la masse de chaque corps va dépendre de ces constantes de couplage. On va le voir que pour des neutrons et des protons, ça va être une constante de couplage très forte.
Donc toutes les masses vont dépendre de ces constantes de couplage. Donc, dès que les constantes varient, les masses aussi. Et pour le déterminer, on va justement s'intéresser à la sensibilité des éléments, des divers éléments, c'est-à-dire que la dérivée de ces masses par rapport aux constantes de couplage, et pour faire des expériences, avoir les éléments qui vont varier le plus, donc qui ont la plus grande sensibilité. Donc une accélération qui dépendra de la composition chimique de ces corps, surtout avec le temps et l'espace. Donc ces variations, c'est surtout dans un modèle qui vont au-delà du modèle standard lambda-CDM, soit parce que la relativité n'est plus celle d'Einstein avec une gravité modifiée, et il faut quand même supposer qu'il y a un certain contenu de l'univers, une certaine géométrie. On verra que ça dépend un petit peu du modèle d'univers que l'on prend. Donc, si on fait un petit peu d'historique, le premier qui avait eu l'idée de faire varier ces constantes, c'est Dirac, dont la photo est ici, en 1937. Il avait remarqué la très faible valeur de la constante de gravitation. L'interaction de gravitation est la plus faible des quatre forces, on l'avait bien vu. Et notamment avec cette quantité sans dimension, GMP2, donc une masse quelconque, mettant la masse du proton sur H bar C, c'est de l'ordre de 10-40. C'est vraiment un chiffre extrêmement faible qu'il avait rapproché de l'âge de l'univers. Si on écrit T, qui est 14 milliards d'années, avec une quantité sans dimension, par exemple MPC sur H, on obtient une quantité aussi comparable, peut-être un facteur quelque près, mais comparable. Donc il avait rapproché ces deux, donc c'était seulement une coïncidence, ce n'était pas du tout une théorie, mais en pensant que peut-être qu'au début de l'univers, la gravité était très forte et puis diminuait avec le temps, avec l'expansion, et c'est pourquoi aujourd'hui on avait une force si faible. Bon, cette théorie a été reprise par Jordan, qui l'a un petit peu écrite et matérialisée avec un Lagrangien, etc., et surtout avec Brans et Dicke. Brans était un étudiant de Dicke à l'époque. On appelle cette théorie théorie de Brans-Dicke. Ils ont montré qu'il n'y avait pas que la gravité qui variait, il fallait à ce moment-là faire varier beaucoup d'autres forces, notamment par exemple pour résoudre tous les problèmes géologiques qu'on aurait avec la variation de G. Si on varie G, on va varier peut-être les temps de radioactivité au centre de la Terre. On va aussi varier par exemple pour une étoile. Si G est plus fort au début, on a une étoile plus compacte qui va être plus chaude, donc les réactions nucléaires vont être plus importantes. On va brûler l'hydrogène en hélium beaucoup plus rapidement, le Soleil n'aurait pas son âge, etc. Enfin, ça va changer énormément. Et donc, on s'aperçoit que si on ne veut pas complètement révolutionner tout ce qu'on sait de l'âge des étoiles, etc., il faut que toutes les quantités varient en même temps. Donc, la charge de l'électron, la constante de structure fine, etc. Donc, ce qu'avait montré Gamow à l'époque. Et Landau avait montré aussi que peut-être que ces constantes étaient liées à la renormalisation en théorie quantique des champs. Donc, ces théories qui motivaient cette variation, déjà à l'époque, au début du XXe siècle, Kaluza et Klein avaient proposé une théorie, une solution de l'équation d'Einstein qui avait une cinquième dimension et où on avait besoin de faire varier ces constantes. Ensuite, on le verra au milieu du XXe siècle, avec la théorie des cordes qui essaie d'unifier la gravité. On a aussi cette variation. Et aussi le cas de certaines gravités tenseurs scalaires, qu'on appelle ST-gravité, qui ont un tenseur, donc un graviton de spin 2, mais aussi un autre champ scalaire, donc de spin 0, et qui se coupe différemment avec la matière. On verra. Les théories des cordes, donc, dans les années 90, donc fin du XXe siècle, si on suit notre rapide survol historique, avec le couplage des dilatons qui était la dilatation des cordes, donc un certain champ, avec le graviton. Donc, occasion de tester ce principe d'équivalence. Et aussi, quel est l'ordre de grandeur de ces variations temporelles? En fait, on s'aperçoit que, comme le voulait Dirac, ces variations vont être très très faibles. Par exemple, G, on sait qu'on a 10 puissance 11 ans à peu près, donc on va sans doute par année avoir des variations 10-11. Ça va être extrêmement faible à détecter, et c'est pourquoi, par exemple, on ne le voit pas. D'où ces variations qui peuvent être aussi spatiales, qui seraient peut-être plus faciles à observer. Dans certaines théories des cordes où il y a des dimensions compactifiées, dimensions supplémentaires compactifiées, ces variations sont reliées à la taille de ces dimensions compactes.
il y a la première des théories cohérentes avait été faite par Bekenstein en 82, où il faisait varier alpha d'une façon très très faible par rapport à l'évolution de la constante de Hubble. Mais il y avait en effet un Lagrangien, une variation d'un champ scalaire. Et quand on fait varier alpha, on a une quantité qui a un rapport entre E2 et H bar C. Donc soit on fait varier E, soit on fait varier C. Il y a un certain engouement qui a été suivi pour la variation de la vitesse de la lumière C. Et en effet, quand on regarde sur ce petit diagramme, on voit que c'est peut-être, enfin, ce qui a été mis à l'époque comme une des solutions pour le problème de l'horizon. On a parlé de problème de l'horizon déjà et on avait montré que l'inflation était pour l'instant la seule solution que l'on avait, mais ce problème de l'horizon est reporté dans ce diagramme. Donc vous avez ici en vertical le temps et l'espace en horizontal. Donc nous sommes ici là, un temps t égale 0, et comme la vitesse de la lumière est finie, on a un cône de lumière dans lequel on peut voir, donc là ce serait notre horizon spatial ici. Et le problème de l'horizon est le fait que, par exemple, lorsqu'on regarde tout le ciel de Planck, on voit que toutes les parties de le ciel sont complètement homogènes à 10-5 près. Pourtant, tous ces points-là ont un petit horizon qui est tout petit par rapport à ce que l'on voit aujourd'hui. Ici, le cône de lumière que vous voyez à partir de cet observateur serait extrêmement petit, donc toutes ces régions-là ne seraient pas causalement reliées. Si vous faites varier la vitesse de la lumière avec une vitesse beaucoup plus grande autrefois, vous voyez qu'on peut faire croître l'horizon d'un observateur ici de façon à ce que notre horizon à nous serait plus petit ou égal à l'horizon ici. Donc le principe de causalité serait résolu. Donc c'est une des façons qui avait été proposée pour résoudre ce problème que l'on résout aujourd'hui avec l'inflation, hein, comme on a vu. D'où ces théories de variation de la vitesse de la lumière qui semblaient être attractives. D'où Barrow et Magejo, par exemple, qui ont fait varier cette constante lambda C2, proposant que, par exemple, C varie, soit assez grande jusqu'à l'ère où la matière domine, et ensuite s'arrêterait de varier, ce qui montrerait que lambda deviendrait prédominant seulement il y a quelques milliards d'années. C'est ça le problème aussi dans la constante lambda, c'est pourquoi elle est complètement négligeable au début de l'univers et ne commence à être sensible que très récemment, enfin quelques milliards d'années seulement. Ça permettait de résoudre ce problème. Certaines théories aussi ont proposé des variations périodiques de alpha, ce qui est un petit peu plus difficile à voir, en fait, à faire une théorie. Et puis, si vous êtes intéressé dans toute l'histoire des théories qui ont été proposées, Jean-Philippe Uzan a écrit un article très complet en 2011 que je vous encourage à aller voir. Donc, ces constantes, pour l'instant, je n'en ai pas encore donné les valeurs, hein, mais vous les connaissez ici. Vous voyez qu'il y a en effet, entre les quatre forces, une hiérarchie très très grande, que la gravité est celle qui est le plus petite ici. Et puis, vous voyez quelles sont les valeurs de ces rapports de masse entre électrons et protons qui ne sont pas encore vraiment expliqués et certainement pourraient varier. Alors justement, sur ces masses, de combien peut-on supposer ces variations ? On peut penser que, par exemple, pour un atome de nombre protonique Z et de nombre total atomique A, donc on va sommer évidemment la masse de tous les composants, mettons ZMP puis A-ZMN, plus celle des électrons bien sûr. Et puis il y a ces constantes de couplage, l'énergie de liaison qu'il faut rajouter. Pour un atome, c'est relativement peu. On retrouve dans l'atome pratiquement la masse des protons et neutrons. Par contre, lorsqu'on regarde à l'intérieur du proton, ici vous avez un proton qui fait environ 1 GeV, en énergie MC2, hein, si vous voulez. On a 3 quarks ici. Donc on serait tenté de faire la même chose, de sommer les quarks U, les quarks D, et puis une petite constante de couplage électromagnétique. Et c'est surtout en fait cette constante de chromodynamique quantique, qu'on va appeler ici QCD par abréviation, qui est le point dominant. En fait, si je regarde le transparent suivant, où vous avez le tableau avec la masse de tous les quarks, vous voyez que les quarks ici sont 2, 4 GeV et 4,8 MeV, MEV. Donc ce qui est frappant ici, c'est que ce sont des MeV et non pas des GeV, ce qui montre bien que vous ne retrouvez pas du tout dans la masse des quarks cette masse. En fait, la masse du proton est essentiellement due à cette énergie de liaison
qui est due à cette chromodynamique quantique des quarks ici. Donc, si vous faites varier ces constantes de couplage, vous voyez que les masses vont énormément varier, puisque tout est dans le couplage ici. Alors, ce lambda QCD peut s'expliquer en fonction, enfin, se dériver en fonction de cette constante de couplage de la force forte ici, avec uniquement NF, qui est le nombre de saveurs des quarks, et puis μr, qui est une échelle de renormalisation. Donc, vous voyez que lambda et alpha sont vraiment reliés de façon très proche. Donc, si vous faites varier alpha S, donc fatalement, MP va varier de façon significative. Donc, il suffira de faire varier un tout petit peu pour avoir une variation sensible de cette masse. Donc, tout le reste, là, ce n'est que 1% de la masse du proton. Donc, en effet, là, on voit bien que ces masses sont vraiment très, très petites. Elles n'arrivent pas à expliquer la masse du proton. Et ce modèle standard, donc, qui est bâti autour des symétries, hein, qui est tout à fait vérifié par les observations, a vraiment un très très grand succès. Et on peut mesurer les constantes, par exemple celle de l'électrodynamique quantique, avec énormément de précision. Alors la première, alpha, la constante structure fine, vous voyez qu'il y a à peu près 14 chiffres significatifs. C'est extrêmement précis. Alors on va voir comment on l'a mesuré. On l'a mesuré surtout avec ce qu'on appelle le lamp shift. Le lamp shift est relié à la constante G de l'électron. G, c'est le rapport entre le moment magnétique et le spin. Ici S, donc ce fameux G ici. Normalement, en classique, si vous avez la fréquence cyclotron avec un moment angulaire, vous auriez 1. En fait, si le spin est 1,5, vous avez 2. Mais vous voyez que lorsqu'on mesure, et ça, c'est le premier à l'avoir fait, c'était le physicien Land, qui a eu le prix Nobel pour cela en 1955. Donc, il a mesuré que ce n'était pas tout à fait 2. Alors, quelle est la différence? En fait, il s'agit de l'interaction justement de l'électron avec les fluctuations du vide qui fait la différence. Et donc, c'est vraiment un effet quantique que l'on ne pouvait pas deviner avant qu'on s'aperçoive de ces fluctuations du vide. Donc, cette constante-là, vous voyez comment, en fonction du temps, les mesures, qui sont les petits points bleus et en croix pour le positron ou l'électron, et puis la théorie aussi qui s'améliore, on voit qu'on arrive à l'avoir une précision de 10-12 ici, aujourd'hui. L'incertitude a beaucoup baissé en fonction du temps, avec tous ces développements, etc. Donc tout ça est un édifice bien construit et une précision énorme sur la variable alpha. Et puis le Lagrangien du modèle standard, vous n'avez pas besoin de lire tout ça, évidemment, enfin, c'est juste pour vous dire que ça existe. Ça existe et c'est très bien vérifié, très bien édité et correspond exactement aux observations. Donc, les jauges, ici, les bosons de jauge, vous avez le lepton, les neutrinos, les quarks, et puis finalement le Higgs aussi qui est ici. Donc tout ça, ça représente l'édifice du modèle standard qui est bien traduit en équation. Alors la variation de C, est-ce que vraiment on peut la contraindre par des méthodes? On va voir comment on va le contraindre, et on arrive à des contraintes très fortes aujourd'hui. Parce que la variation de C, en fait, il y a certaines contraintes qui ont été données déjà dès l'année 2002, par exemple, sur les trous noirs. Les trous noirs, on peut décrire le rayon en fonction de la masse. S'il n'y a pas de charge, ici c'est la charge Q éventuelle d'un trou noir, en général ils n'ont pas vraiment de charge, mais s'ils n'ont pas de charge, il est proportionnel à M, le rayon, et l'entropie du trou noir est proportionnelle à sa surface. Donc si vous regardez l'expression, là, ça va être en fonction de ces constantes-là. Et si les constantes C diminuent, on aurait une entropie qui diminue. Ce qui va donner aussi des contraintes. Le principe thermodynamique que l'entropie ne peut qu'augmenter aurait quelques problèmes, si vous voyez ici. Maguejo et al. ont fait une théorie de variation de la vitesse de la lumière qui offre une alternative, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'inflation. Mais je vous conseillerais de regarder les critiques de Ellis et Usan qui montrent qu'il y a beaucoup d'autres choses qui varient et qui n'ont pris qu'une seule des variations. En fait, il y a des variations non seulement dans la propagation de toute information, de la lumière, mais il y a aussi la métrique, les propagations des déformations de l'espace, donc dans les ondes gravitationnelles, et tout ceci n'avait pas été pris en compte. Donc là, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne croit de tout faire varier. Il faut faire varier tout dans un ensemble.
Et vous allez voir un petit peu les caveats qui sont indiqués ici. Donc, il y en a un certain nombre de théories de VSL, c'est-à-dire Variable Speed of Light en anglais, si vous voulez, mais à prendre avec un grain de sel. Et toutes ces variations, quand même, de alpha étant soit le rayon E, soit le rayon C, introduisent cette cinquième force et sont contraintes aussi par le principe d'équivalence. On a bien développé toutes les expériences de Vos et d'autres, et de microscopes qui vont vérifier ceci. Donc, quelles sont les méthodes de mesure qu'on va adapter pour contraindre le alpha? Donc, il y en a d'abord en laboratoire. On a vu qu'on avait une très très grande précision. Et aujourd'hui, on sait faire des horloges atomiques avec une très très grande précision. Le principe étant de mesurer la fréquence de l'énergie entre deux niveaux d'un atome, en général l'atome de césium. Et on s'est aperçu que le temps qui est relié à la fréquence de cet atome était incertain. Disons, la limitation était l'agitation thermique brownienne des atomes lorsqu'on ne les avait pas refroidis. Donc on a maintenant des atomes froids. Comment fait-on pour refroidir ces atomes? En fait, on se sert d'une fontaine atomique, le principe étant un jet où les atomes sont élevés sur une distance de l'ordre d'un mètre, retombent ensuite par la gravité, et lorsqu'ils arrivent à l'apogée, ils ont une vitesse nulle. Donc on a des atomes complètement froids où on a supprimé l'agitation brownienne et thermique. Donc cet effet Doppler ne nous crée pas de bruit dans la mesure de la fréquence, et on a exactement une précision qui a pu dire que la variation d'alpha n'était pas plus grande que de l'ordre de 10-16 par an, ce qui est quand même déjà énorme et contraint déjà une grande partie des modèles qui voulaient qu'on le varie d'un facteur 10-11 par an, par exemple. On avait vu le facteur de Dirac. Donc ceci est déjà, alors c'est une étape, mais pour l'espace qui nous concerne aujourd'hui et non pas dans le temps. On n'a pas de redshift ici. Alors, il y a une deuxième méthode qui a été employée, c'est celle d'un réacteur nucléaire tout à fait naturel, qui a été découvert dans les années 70, lorsque le CEA exploitait la mine en Afrique, au Gabon, d'uranium. Et lorsqu'ils avaient rapporté des échantillons d'uranium à Pierre-Latte, ils avaient trouvé que l'uranium s'était déjà fissionné en uranium-236 avec certains produits comme le strontium. Et ça voulait dire qu'il y a 1,8 milliard d'années, cette réaction nucléaire avait eu lieu et on pouvait en déduire des produits exactement identiques à aujourd'hui, donc une certaine variation de la constante alpha de l'ordre de 10-7. Alors évidemment, là, c'est encore un faible redshift, mais on a une méthode sur les météorites, un petit peu le même genre, avec une radioactivité des éléments. Cette fois-ci, on remonte à la formation du système solaire, donc 4 ou 5 milliards d'années, donc 2 fois plus loin. Alors je pense qu'on a une image de cette fameuse réaction nucléaire à Oklo, dans le Gabon ici. Donc vous voyez comment ça s'est passé. C'est assez amusant de voir que cette réaction nucléaire avait lieu grâce à l'eau qui circulait. L'eau circulait de temps en temps. Les neutrons qui étaient les produits de la réaction étaient ralentis par l'eau. Et lorsqu'ils étaient ralentis, ils pouvaient réinteragir et réenclencher d'autres réactions en chaîne. Lorsque la température montait jusqu'à 100 degrés, l'eau s'évaporait et les neutrons partaient, ils étaient trop rapides, donc il fallait ralentir les neutrons pour que la réaction soit en chaîne. Ça, c'était découvert en 1972 et c'était dû à cette réaction. Et aujourd'hui, on s'en sert d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que tous les produits sont confinés et certains essaient d'estimer la qualité du confinement sur 1,8 milliard d'années, ce qui est vraiment exceptionnel. On n'aura jamais d'autres occasions de savoir comment sont confinés les produits radioactifs à cette durée-là. Donc voici en gros les diverses méthodes que nous avons en fonction du temps. Ici c'est le redshift si vous voulez, mais le temps aussi. On a les laboratoires, on avait vu 10-16 par an la variation d'alpha, le réacteur d'Oklo qui a 2 milliards d'années, on a les météorites 2 fois plus loin,
On va maintenant décrire les quasars, qui sont nos principaux outils pour justement contraindre la variation de alpha sur presque tout l'âge de l'univers. Et puis à la fin, on a aussi la nucléosynthèse primordiale, car en effet, au départ, on a un certain équilibre entre neutrons, protons, etc., qui fabrique de façon bien correspondant aux observations l'hélium, le deutérium et tous les éléments primordiaux. Et là, on va voir qu'on va avoir une limite supérieure sur alpha, de même avec le fond cosmologique, puisque au départ, on a aussi un plasma, hein, juste avant la recombinaison des atomes. On a un plasma et donc, qui interagit, donc les ions interagissent avec les photons, avec une constante qui est liée à la constante alpha. Donc on arrive à contraindre cet alpha. Alors vous voyez, dans le temps, on avait d'abord des contraintes du premier satellite Kobe, qui était autour de 10-2. On va voir que ça a beaucoup varié. Alors comment ça varie en fait? On a plusieurs facteurs qui font varier, par exemple avec WMAP, on a déjà vu en fonction de l'angle ou bien du multipôle, si vous voulez, L, les pics d'oscillation acoustique. Alors on voit qu'on a quand même une dégénérescence entre deux facteurs. Il y a un facteur tau, tau qui est l'épaisseur optique sur la ligne de visée d'interaction avec les photons et les électrons. Et si on fait varier tau, on a ici une variation où les pics ne varient pas en position mais varient en amplitude. Et si on fait varier alpha, on a le contraire, quelque chose qui varie en position au point de vue des multipôles, que ce soit direct ou en polarisation. Et on va pouvoir déterminer, enfin discriminer entre les deux, variation de tau ou variation de alpha, en regardant justement l'espacement des pics par rapport à un truc standard. Et donc c'est ce qu'on voit sur ce diagramme ici, qui paraît un peu complexe, mais en fait, en fonction de la variation de alpha, alpha sur alpha 0, donc qui varie autour de 1, et l'épaisseur optique tau d'interaction Thomson ici, on voit la séparation. Alors ici, en trait plein avec le premier pic, en trait pointillé le deuxième, le troisième. Donc on arrive à regarder en fonction de ces variations quel est le maximum de variation de position des pics. Et c'est ainsi qu'on a une variation contrainte, une variation de delta alpha à 10-2, à z égale 1000. Donc ce n'est pas énorme, puisqu'on a de bien meilleures contraintes à z égale 0, mais l'intérêt, c'est que c'est vraiment au début de l'univers, là où justement les constantes devraient être le plus différentes de ce qu'on a à z égale 0. Alors au passage, entre WMAP et Planck, qui est le dernier satellite, on a varié cette constante de taux qui sert énormément à savoir quand est-ce que la réionisation de l'univers s'est faite, c'est-à-dire la quantité d'électrons que vous avez sur la ligne de visée. Si ce taux est égal à peu près 1 ou 0,1 ici, comme WMAP l'a montré, ça voulait dire que la réionisation a lieu très très tôt dans l'univers. Il y avait une très grande tension avec le nombre de galaxies que l'on observe presque jusqu'au Big Bang, parce qu'il n'y avait pas assez de galaxies pour réioniser l'univers. Aujourd'hui, Planck a montré que le taux était 2 fois moins grand que ce qu'on pensait autrefois, et donc cette tension avec le nombre de galaxies a diminué. Donc on sait aujourd'hui que, en fonction du redshift, vous voyez que c'est environ à z égale 10, que le nombre d'électrons, c'est-à-dire le nombre d'ions ici, revient de l'ordre de 1, alors qu'il était complètement neutre avant. Donc là, on a une réionisation ici qu'on a maintenant contraint. Donc le taux est bien contraint maintenant, ce qui, par ricochet, va nous permettre de faire varier alpha et avoir une bien meilleure précision sur la variation d'alpha. Donc aujourd'hui, on a cette variation ici, 3, 10-3, ce qui est quand même mieux que le 10-2 que l'on avait avant. Donc on a quand même progressé énormément pour z égale 1000. Vous voyez ici la figure de mérite ici. WMAP avait cette barre d'erreur sur le rapport de la masse d'électrons et de alpha, et maintenant Planck a resserré les contraintes. On n'a toujours pas de variation, mais avec beaucoup moins d'erreurs. Alors évidemment, il y a plusieurs paramètres. J'ai parlé de tau et de alpha, on en a d'autres, mais avec tous ces paramètres, on peut quand même contraindre en prenant soit 0, soit la quantité de baryons, etc. On voit que Planck arrive à contraindre cet alpha à quelque chose qui est de l'ordre de quelques 10-3. Alors maintenant, on va passer au quasar.
Donc les quasars, c'est vraiment l'outil qui nous permet, du moins les raies d'absorption devant les quasars, l'outil qui nous permet d'échantillonner tout l'univers, le gaz de l'univers qui est entre les galaxies. Ici, vous avez une petite image d'une simulation numérique qui représente bien de l'idée qu'on se fait de l'espace intergalactique. Ici, vous avez des vides et vous avez des filaments. Les filaments sont en grande partie ionisés, mais parfois il y a des clumpes neutres qui font des galaxies et des amas de galaxies dans la croisée des filaments. Donc, pour atteindre ces filaments, ils n'émettent pas les filaments, ils sont trop peu chauffés, etc. Mais par contre, vous les voyez en absorption. Alors, si vous avez un quasar à très grand redshift, très loin, vous avez beaucoup de choses sur la ligne de visée, vous croisez beaucoup de ces filaments, et vous avez ce qu'on appelle une forêt Lyman alpha, qui est représentée par ce spectre. Donc, dans ce spectre, ce que vous voyez, c'est la raie d'émission du quasar, qui est à très grand redshift, et qui émet parce qu'il y a beaucoup d'hydrogène très chaud, surtout auprès du trou noir qui émet beaucoup d'émissions. Et puis, tout ce qui est avant, donc les redshifts entre le redshift et nous, vous voyez toute cette forêt, il y a énormément de raies de Lyman alpha. Pourquoi? Parce que c'est une raie de recombinaison de l'atome d'hydrogène, donc c'est bien de l'atome neutre qui absorbe ici, mais on peut aller jusqu'à 10 puissance 12 par centimètre carré d'atomes, donc des colonnes de densité très très faibles. Pour vous donner une idée, dans une galaxie, on a 10 puissance 20 ou 21, c'est-à-dire 8 ordres de grandeur en dessous de ce qui est dans une galaxie. Donc c'est vraiment du gaz très diffus, et c'est pourquoi on arrive à avoir une forêt de Lyman alpha. Alors cette forêt de Lyman alpha, vous avez parfois des filaments qui sont beaucoup plus denses, donc qui saturent un peu, ce qu'on appelle DLA ou une raie saturée, donc une colonne de densité plus grande. Et puis de l'autre côté, vous avez les raies de métaux. Lorsque le gaz est la colonne de densité est assez grande, vous pouvez mesurer les métaux qui sont beaucoup moins abondants évidemment que l'hydrogène. Alors ils sont un petit peu n'importe où, surtout de l'autre côté, parce que leur fréquence n'est pas la même que Lyman alpha. Donc là, on avait un problème de redshift. Tous les Lyman alpha sont de ce côté, mais les métaux C4, les métaux ionisés sont de l'autre côté. Donc on peut mesurer à la fois ces métaux, et c'est ces métaux qui vont être très intéressants pour la variation des constantes, car ils vont avoir une sensibilité aux paramètres de couplage différentes selon la nature de ce métal, de cet atome. Donc voici le principe. Vous avez un quasar, l'observateur, et vous mesurez tout ce qui se passe entre le quasar et l'observateur. Notamment, alors ici vous avez des raies d'émission qui seront dans le quasar, et puis les raies d'absorption très fines. Le quasar a des raies très très larges, puisqu'il y a des effets Doppler autour du trou noir. Par contre, sur la ligne de visée, il n'y a aucune largeur de raie, donc vous avez quelque chose de très fin qui va nous permettre de mesurer les fréquences avec beaucoup de précision. Vous voyez avec quelle précision vous allez pouvoir mesurer ça. Donc, ce genre d'étude a été faite depuis très longtemps. Savudov déjà avait vu qu'il y avait des doublés de raies, et on peut, si on a un grand nombre de raies, on peut déterminer à quel redshift est l'élément en question, puisque si vous n'avez qu'une raie, vous pouvez confondre une raie avec l'autre, mais en général, on a toute une série de raies, et les raies en absorption sont beaucoup plus fines. Donc déjà, en 1967, Bacol avait contraint le delta alpha à 2-10-2, ce qui est déjà une performance pour l'époque, pour un z égale 1,95, qui était déjà une précision, puisque c'était 2 milliards d'années, donc un petit peu comme le réacteur d'eau clos. Et on va appeler la méthode des doublés alcalins. Alors alcalins, ce sont ces éléments-là, AD pour alkali doublet méthode. C'est une méthode qui est très employée, car ce sont des éléments relativement abondants qu'on voit dans un grand nombre de quasars. Donc à partir de cette méthode-là, une contrainte de 4-10-5 a déjà pu être obtenue avec 16 systèmes d'absorption, il faut dire qu'on arrive maintenant à des mesures qui demandent d'avoir des précisions plus grandes sur la fréquence de ces atomes, la fréquence des raies de ces atomes en laboratoire, ce qui parfois est la limitation. Alors, voyez un petit peu le genre d'observation et puis de modélisation, puisque parfois il y a des raies qui sont un petit peu saturées. Lorsque les raies sont saturées, il faut faire un fit d'un profil de Voigt, qui est la façon dont les raies se saturent. Donc là, c'est bien connu.
et puis une décomposition en plusieurs composantes. Vous voyez qu'entre le spectre et puis la raie épaisse qui est le modèle représente assez bien les données. Donc à l'époque, les premiers résultats en 2001, on voit qu'il n'y a aucune variation en fonction du redshift, donc il va jusqu'à 3. Et ici, on remonte à peu près 80% de l'âge de l'univers ici. On ne voit aucune variation à 2, 20, 10-5 près ou 4, 10-5 près. Donc les gens ont continué, ont persévéré en disant, bon, sans doute, on n'est pas allé jusqu'au bout. Il doit y avoir des variations, mais peut-être à un autre niveau. Donc cette méthode qui avait été employée au début et qui partait du même niveau ici a été ensuite augmentée par tous ces multiplés, pas seulement les doublés alcalins, mais toutes les multiplés, qui sont peut-être un petit peu moins précis chacun, qui partent de niveaux différents, mais d'où le nombre va faire une statistique qui va peut-être faire gagner en précision. Ici, vous voyez que les fréquences dépendent de la variation d'alpha avec une certaine sensibilité qu'on va appeler Q. Donc cette méthode-là, comme SI4, donc l'avantage c'était qu'elle partait de deux raies avec le même niveau. Ici sont reliés comme ceci. Par contre, donc, pour le multiplet, c'est un tout petit peu différent. On peut avoir aussi des atomes beaucoup plus lourds, ce qui fait que les corrections relativistes seront plus grandes. Ici, vous avez un atome plus léger, des vitesses plus petites, évidemment. Donc ici, on aurait un avantage, en fait, dans les atomes plus lourds. Et surtout un grand nombre, par exemple le fer, qui était beaucoup plus que les autres, que le magnésium, etc. Et quand on regarde la stabilité de ces éléments, en fonction de la longueur d'onde, vous voyez que le coefficient Q, qui est la sensibilité à alpha, parfois est nul. Donc on a ce qu'on appelle une encre qui permet de calibrer, donc des éléments qui ne varient pas. Il faut toujours une référence de toute façon. Vous avez des éléments qui augmentent et puis des éléments qui diminuent. Donc ça, ce qui est pas mal, puisqu'on n'aura pas de biais d'un côté ou de l'autre. Et puis on a des éléments qui ont une bonne réponse, positive ou négative, et d'autres qui sont jugés médiocres, comme le magnésium, etc. Donc ça, c'est la même chose, mais représenté de façon graphique, le delta alpha sur alpha. Certains ne varient pas du tout, certains bougent dans un sens, certains bougent dans l'autre. Donc le magnésium est justement une encre ici. Le chrome et le fer seront des éléments de variation de chaque côté. Donc deux équipes en fait qui collaborent, en fait, qui sont australiennes, Eric Murphy et John Webb ont énormément travaillé sur ces méthodes-là, méthodes de multiplets, et ces avantages sont surtout la statistique. Évidemment, après vous avez les corrections relativistes, surtout la statistique et les coefficients Q différents. Et vous voyez bien que la modélisation est vraiment très fine. Je crois qu'on ne voit pas la différence entre les spectres et les modèles. Donc le nombre de doublés, alors vous voyez que parfois c'est complètement saturé, parfois non. Et le fait de décomposer en composantes, je ne sais pas si vous voyez, mais tous les traits ici, ce sont les multiples composantes qu'ils ont entrées dans leur modèle de minimisation. Donc c'est vraiment poussé à un point où on ne peut pas gagner de précision dans ce... Donc en 2001, ils ont trouvé quelque chose. Une petite variation. Une petite variation qui était de l'ordre de 5 10-6. Donc, auparavant, c'était 10-5 la limite, et ici 10-6. Alors, sur les données individuelles, elle ne se voit pas encore beaucoup. Elle commence à se voir lorsqu'on moyenne tout cela, et on voit qu'en effet, ça c'est la même chose, mais moyennée. Donc, grâce à la statistique sur le nombre de quasars, on voit qu'en effet, on a, dans la première moitié de l'âge de l'univers, ici, on a quelque chose qui est plus petit, négatif. Donc certains ont accueilli cette nouvelle avec un peu de scepticisme, si on peut dire. Donc ils ont essayé de chercher quels étaient tous les effets qui pouvaient simuler ce genre de détection. Par exemple, des effets systématiques. Pourquoi c'est négatif? Est-ce qu'il y a autant d'effets négatifs que positifs? En fait, c'est à peu près vrai. On voyait la même chose que si on prenait les Q positifs et Q négatifs, etc. Donc les sensibilités dans un sens que dans l'autre. Est-ce que les fréquences de laboratoire sont assez précises?
c'est un petit peu juste, hein, c'est-à-dire que bon, en laboratoire, c'est pas la mesure de alpha qui est très très précise en laboratoire, c'est la mesure de la fréquence de, par exemple, du carbone 3 fois ionisé, 4 fois ionisé, etc. C'est les fréquences des atomes qui ne sont pas connues à mieux que 10-6 près. Donc il faudrait peut-être faire des efforts de connaître la fréquence des atomes mieux parce que on commence à avoir une détection à 5-10-6, donc ça commence à être juste. Donc bon, pour l'instant ça va. La saturation isotopique, alors ça c'est un problème puisque quand on mesure même en laboratoire, sauf pour l'aluminium qui n'a pas d'autres isotopes, tous les autres, le fer, le magnésium, etc., c'est un mélange, c'est jamais pur, c'est un mélange de plusieurs isotopes. Et ce mélange-là, les fréquences sont différentes. Et dans l'espace, il se pourrait qu'on ait un mélange isotopique et que le rapport isotopique n'est pas le même. Donc à ce moment-là, ça pourrait varier dans le temps aussi. Et ça pourrait faire varier un tout petit peu, évidemment pas beaucoup, mais peut-être qu'on est à 10-5, 10-6 près. Donc le déplacement vu, c'est peut-être simplement un déplacement isotopique. On mesure en fait le centroïde de l'élément. Alors ça, c'est possible de mesurer dans l'espace, et ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de soustraire les isotopes faibles, et ils prétendent que malgré cette soustraction, donc les isotopes principaux, on voit toujours l'effet. Donc l'effet négatif dans la première partie de l'univers sur alpha. Donc cet effet paraît être en effet éliminé. Donc c'est pas ça. Alors est-ce que l'abondance en fonction des éléments, ça pourrait ne pas être terrestre. Apparemment, ils ont pensé qu'on fait une moyenne de beaucoup d'éléments, c'est-à-dire le fer, le chrome, le magnésium, etc. Et ce serait un hasard assez surprenant que tout ça aille dans le même sens. Et c'est un petit peu vrai. Les effets de structure hyper fine aussi, ils ont regardé à cela, car parfois on ne le résout pas, mais on a peut-être 3 raies. Dans l'ensemble de la raie, il y a 3 raies qui se décomposent, et il est possible qu'une des 3 raies soit plus saturée que l'autre. À ce moment-là, on dévie la fréquence. Et en fait, ils ont pris en compte la saturation, mais pas différentielle selon les niveaux hyper fins. Donc ça, ils ont commencé à le faire. Vous voyez qu'on arrive à des effets extrêmement fins. Il y a aussi l'effet du ciel, en fait, l'effet astrophysique. C'est-à-dire que dans le ciel, vous avez une certaine diffraction qui est un peu chromatique. Donc, en grossissant énormément, par exemple, vous aurez le rouge un petit peu plus dévié que le vert et le bleu, donc la fréquence serait variable. Et lorsque vous avez une fente qui ne prend pas en compte exactement, qui n'est pas horizontale ou qui a une certaine position, à ce moment-là, vous avez un biais. Vous voyez plus le vert, par exemple, que le rouge ou moins le bleu, etc. Donc, ceux-ci, ils ont aussi pris en compte lorsque la fente n'est pas parallèle à l'horizon. Et ils ont essayé de montrer que ce n'était pas le cas. Alors, vous voyez que ce sont des effets extrêmement petits, mais il est vrai qu'il faut prendre en compte tous les effets pour être sûr que ça ne perturbe pas le résultat. Et malgré tout cet effort de soustraction des effets ultimes, cette variation négative de alpha semble subsister à grand redshift. Il y a quand même des résultats contradictoires. Il y a 2 groupes, un groupe français, autour de Patrick Petitjean, avec des Indiens, Srianan, etc., qui observent au VLT, donc avec un autre télescope. Donc, ce sont les Européens qui observent dans l'hémisphère sud et les Australiens qui observent sur le Keck dans l'hémisphère nord. Donc, ça, et ils prétendent qu'ils ne voient rien du tout. Donc les Français ne voient rien du tout. Et ce qui est un peu en contradiction, donc vous voyez qu'ils voient, cette fois-ci, c'est quand même une précision assez grande, donc à 6-10-6, moins que 0,6-10-6, pardon, alors que les autres voyaient un effet à 5-10-6. Donc ça paraît être contradictoire. Donc il est bon de regarder d'autres techniques. Alors justement, la radioastronomie, pour l'instant c'était l'optique, la radioastronomie pourrait aussi apporter des contraintes. Alors la radioastronomie, vous avez au moins deux genres de raies. Vous avez les raies de l'atome d'hydrogène, la structure hyper fine, la premier niveau fondamental, dont la raie est à 21 cm, que l'on observe par exemple à Nancy ou dans d'autres télescopes, et qui a une certaine sensibilité au rapport, par exemple, la masse de
de l'électron, la masse du proton et toutes ces quantités qui, de toute façon, sont reliées à alpha. Et puis les molécules qu'on observe par exemple avec ce télescope de l'IRAM qui est dans la Sierra Nevada en Espagne et qui permet d'avoir des raies de rotation et puis de beaucoup de molécules donc qui varient de façon différente que H1 en fonction des constantes. Donc le rapport des deux raies va nous permettre de contraindre des facteurs alpha ou GP, etc. L'avantage de la radioastronomie, c'est que vous détectez par un principe hétérodyne et la résolution en fréquence peut aller jusqu'à 10 puissance 6. Le nu sur delta nu peut être à 10 puissance 6. Donc très propice pour détecter de petites variations de fréquence. Et de plus, le gaz est très froid, donc des raies encore plus étroites qu'en optique. Alors en effet, il y a des absorptions devant les quasars aussi, le même principe. C'est beaucoup plus rare, puisque les colonnes densité, elles, sont de 10 puissance 20, ce n'est pas 10 puissance 12 comme on l'a vu pour Lyman alpha. Donc au lieu d'avoir une forêt, on a plutôt ça se compte sur les doigts de la main, quelques systèmes qui ont des absorptions dans l'univers détectées jusqu'à présent. Mais un ou deux systèmes peuvent quand même, avec des raies très très fines, ici il s'agit de raies qui sont 1 ou 2 km par seconde, parfois plus, vont permettre de comparer avec l'hydrogène à 21 cm et d'autres molécules et vont permettre de faire varier ces constantes ou non. Alors par exemple celle-ci, ce quasar-là, où l'élément absorbant est dans le quasar lui-même, donc ça c'est plutôt un absorbant haute. Vous voyez que la raie CO est très fine, la raie d'atomes hydrogène, comme il est beaucoup plus étendu, elle est beaucoup moins fine, mais on peut faire une minimisation ici. Vous avez d'autres systèmes comme ce quasar-là. Alors, vous voyez, ici, on a plusieurs redshifts, 0,2, ici 0,67, donc ça permet d'aller jusqu'à Z égale 1 en gros. Vous avez un autre système où vous avez un grand nombre de molécules et puis de HCN, HNC qui ont une variation par rapport aux constantes différentes. Vous avez aussi des lentilles gravitationnelles. En général, lorsqu'on a un quasar et une galaxie devant, on a une lentille. Donc, ce qui absorbe, c'est la lentille. Donc ici, on a un quasar qui est environ à Z égale 2 et la lentille à 0,6. Ça permet, vous voyez la lentille, on a deux images qui sont séparées de moins d'une seconde, de 0,3 secondes. Et dans ce système-là, on a en effet plusieurs isotopes de CO. Alors évidemment, le principal CO18 va permettre d'avoir une très très bonne estimation de la vitesse et de la comparer à d'autres molécules comme H2O, HCO+, qui ont des variations en fonction des constantes différentes. Un autre qui est très connu aussi, c'est celui qui permet d'aller jusqu'à 0,9. Vous voyez ici un anneau d'Einstein. Donc là, le quasar exactement aligné avec la galaxie. Et on a deux images du cœur du quasar. Et énormément de molécules ont été observées dans ce système et aussi avec un autre système devant. Un autre avantage de ces quasars en molécules, c'est que ça vous permet aussi de vérifier que la température du corps noir varie comme 1 plus Z, comme le modèle du Big Bang le demande. Ça, c'est assez rare de savoir quelle est la température du corps noir à différents redshifts. Ce que vous avez avec le fond micro-ondes, c'est la température aujourd'hui. Mais vous n'avez pas la température au milieu de l'univers. Et par contre, pour ces molécules, vous l'avez parce que les molécules ne sont excitées que par collision avec les autres atomes. Lorsqu'elles ne sont pas excitées, lorsqu'elles sont du milieu diffus, la température d'excitation est exactement égale à la température du corps noir. Donc ici, ça a permis de montrer qu'en effet, on a bien un corps noir qui varie comme 1 plus Z, comme c'est prévu. Alors, au point de vue variation de alpha, rien qu'avec 2 quasars, donc pas 21 systèmes ou 21 absorbants, il a été possible d'avoir à peu près la même précision que les mesures optiques, donc quelque chose qui est aucune détection, mais de l'ordre de 2-10-6 comme bruit. Donc, ça permet de montrer qu'il n'y a aucune variation. Alors, vous voyez un peu avec ALMA, aujourd'hui, on a un radiotélescope au Chili qui est encore plus sensible. Vous voyez un peu le nombre de raies que l'on voit avec un spectre standard ici. Vous avez C2H, vous avez... Donc, la grande variété de molécules va nous permettre d'avoir des sensibilités différentes aux variations des constantes et donc un delta alpha sur alpha qui
est maintenant de 5-10-7, donc encore plus que l'optique. Alors quand on regarde, comme on a de quasars que jusqu'à z égale 1, vous voyez qu'ici c'était un diagramme qui date encore, hein, puisque c'était 2001, boîte 2001, et les quasars radiaux en fait s'arrêtent ici. Donc ce ne sont pas en compétition avec, ils sont compatibles encore avec la variation d'alpha qu'ils ont trouvée parce que c'était z égale 2. On n'a toujours pas de quasars radiaux à ces fréquences-là, mais enfin on va peut-être les détecter un jour. Pour l'instant, donc, on n'a aucune variation avec la radio, et puis cette variation. Alors, cette méthode de minimisation, on utilise un peu la même qu'ont utilisé les opticiens, avec décomposition en composantes. Évidemment, il y a beaucoup moins de composantes parce que c'est beaucoup plus fin, mais ça permet de voir. Alors, ici, c'était une sommation pour essayer de rendre compatible le delta alpha qui est 0 avec le delta alpha qui est légèrement négatif à z égale 2. Donc il faudrait que ce soit quelque chose qui varie linéairement ou un peu moins. Et vous voyez qu'ici sont mis en comparaison les variations, disons l'absence de variation, les contraintes dues au laboratoire, à eau clos, météorites, etc. et cette variation qui est ici. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de compétition à ce redshift-là. Alors on a essayé de trouver des quasars radiaux, mais cette fois-ci en émission. Il y en a quelques-uns et celui-ci, par exemple, a l'avantage d'avoir deux raies qui sont une sensibilité très différente aux constantes dans la même bande. On a C2 et C1. Donc ça a permis de faire varier aussi, d'avoir une bonne contrainte. Ici, vous avez deux raies différentes, CO et C1, exactement avec la même calibration. Et ça a permis de contraindre la variation du rapport de masse entre électrons et protons à 2-10-5. Ça, c'est pour l'instant la meilleure, surtout à z égale 5. Donc, on arrive à ce résultat que, donc dans les années un peu plus récentes, qu'il y a deux groupes qui trouvent des résultats un petit peu différents. Donc, un groupe qui trouve 0 et l'autre qui trouve encore une certaine variation en 10-5 entre le VLT et le keck. Donc là, il semble qu'il n'y ait pas vraiment d'accord. Et ce qui a été la solution, c'est de dire que finalement, il y avait peut-être un dipôle. Alors ça, c'est un petit peu tiré par les cheveux, je veux dire, mais que le keck regarde d'un côté, parce que ce ne sont pas les mêmes quasars qui regardent. Le keck regarde d'un côté dans l'hémisphère nord et de l'autre dans l'hémisphère sud. Et il pourrait y avoir un delta alpha qui varierait comme le cosinus θ et qui aurait une variation astrophysique. Après tout, on n'en sait rien. Donc un dipôle qui aurait une variation maximum ici et puis pas de variation ici, etc. Donc il faudrait refaire tout le même travail dans une autre région du ciel de manière à vérifier si vraiment tout l'espace contredit la variation à 10-5. D'où la nouvelle qui était dans tous les médias à l'époque, 2014, comme quoi les variations, alors vous voyez ici, le keck est ici, le VLT ici, ce serait complètement différent d'une région du ciel à l'autre, avec une variation de delta alpha qui n'est pas compatible. Alors, un troisième télescope est arrivé, le Subaru, les Japonais, et on montrait que ce n'était pas compatible, donc c'est plutôt dans le camp des Européens, avec une variation qui est limitée à 2-10-6, alors que les autres voient une variation à 5-10-6. Donc dans le futur, évidemment, on voit qu'on arrive à une saturation ici, on est à 5-10-6, 10-6, on est à presque 2 ou 3 sigma. Il faut qu'on change de télescope et qu'on ait un instrument beaucoup plus stable, beaucoup plus grand. Et en effet, il y aura ce qu'on appelle Expresso, c'est-à-dire un spectrographe échelle, qui servira à la fois pour les planètes qui ont besoin d'une très très bonne résolution spectrale aussi, et puis la variation des constantes, bien sûr. Ça sera sur le VLT, sur le cas de VLT, et puis dans l'avenir, il y aura évidemment le télescope VLT géant, 39 mètres, avec un super haute résolution spectrale qui pourra aller bien plus loin, 1 ou 2 ordres de grandeur de plus. Alors il y a aussi une autre variation, c'est spatiale, qui a été essayée d'être contrainte avec les molécules radio.
Alors vous voyez qu'il y a des sensibilités très très différentes. Par exemple, le CO qu'on a utilisé jusqu'à présent, H2HD, ont des sensibilités assez faibles envers la variation de mu. Vous avez l'ammoniac qui a une variation beaucoup plus grande. Un K, c'est le rapport de la variation à un delta mu sur mu. Cet ammoniac, c'est la molécule qui forme de triangle, un parapluie. Et lorsque l'atome N traverse le parapluie, vous avez deux points d'équilibre ici qui sont représentés par cette courbe de potentiel. C'est ces deux états ici équilibre et vous avez un effet tunnel ici pour traverser le plan des 3H. Et c'est cette raie-là qui est très très sensible à la variation de mu. Et puis vous avez le méthanol qui, alors là, il n'y a aucun compétiteur, il est 10 fois plus sensible encore. Donc grâce au méthanol, cette raie a été observée dans l'espace, dans le temps aussi. Vous voyez un petit peu toutes les limites supérieures maintenant que l'on a en fonction du redshift. C'est toujours zéro, mais avec diverses barres d'erreur. Et puis en temps et dans l'espace. Alors dans l'espace, ils ont regardé toutes les nébuleuses de la Voie lactée où on avait du méthanol. Voici un exemple avec Epsberg, avec d'autres télescopes. Et on a un delta mu sur mu de 2,10-8, ce qui est vraiment énorme, grâce à la grande sensibilité du méthanol. Donc on a cette variation spatiale cette fois-ci, parce que c'est dans la galaxie, donc c'est z égale 0. Il n'y a pas autant de méthanol ailleurs dans toutes les galaxies, moi c'est plus difficile à observer, mais du moins là on a une très très bonne variation spatiale. Donc en conclusion, je dirais que cette variation des constantes va nous permettre d'explorer en effet cette nouvelle physique, les cinquièmes forces, etc., qu'elle est accessible en optique avec de multiples raies, que l'avenir va nous permettre d'avoir 1 ou 2 ordres de grandeur, surtout avec Expresso et avec HiRes, et puis peut-être aussi en radio. Alors aujourd'hui il y a un dipôle peut-être, mais enfin je pense que les gens sont un peu sceptiques. Et puis avec ALMA, on va obtenir de plus en plus de quasars radio qui vont nous permettre d'améliorer ça. Donc ici un petit aperçu de toutes les contraintes là, que je vous ai décrites, nucléosynthèse primordiale, champ micro-ondes, les quasars et puis le réacteur Doppler. Je vous remercie.